Le 28 février 2026, opération Fureur épique. Deux super porte-avions de la Marine des États-Unis ont lancé la campagne aérienne soutenue la plus intense depuis l'Irak en 2003. L'USS Abraham Lincoln patrouille la mer d'Arabie, démantelant les chaînes de radars d'alerte précoce et ouvrant des corridors depuis l'Est. L'USS Gerald R. Ford se positionne en Méditerranée orientale, frappant depuis l'Ouest. Deux porte-avions, deux océans, une tempête coordonnée s'abattant sur l'Iran depuis des points cardinaux opposés. 5 jours plus tard, le CENTCOM prend une décision qui défie toute logique intuitive. Il déplace le Ford. Ce navire de 13 milliards de dollars d'acier à propulsion nucléaire glisse à travers le canal de Suez et se repositionne en mer Rouge. Le navire de guerre le plus cher jamais construit vient d'abandonner son corridor d'attaque en plein combat. Et voici le détail dont personne ne parle à la télévision. Le même jour, à 8334 km de là, l'USS George H.W. Bush achevait discrètement sa certification de combat finale au large des côtes de Virginie. Ses soutes à munitions pleines, son groupe aérien prêt, sa destination confirmée par le département de la Défense, la Méditerranée orientale, l'emplacement exact que le Ford venait de quitter. Les experts appellent le mouvement du Ford un repositionnement. Ils qualifient l'arrivée du Bush de renfort. Ils se trompent sur les 2 points. On ne renforce pas une position en envoyant un remplaçant à l'endroit que l'on vient de quitter. On ne repositionne pas son porte-avions le plus avancé dans un océan différent en pleine guerre, à moins de construire quelque chose. Et ce que le CENTCOM construit n'est pas un marteau plus puissant. C'est une géométrie, un triangle de 3 porte-avions, chaque sommet verrouillant un point de passage stratégique qui relie l'Iran au monde extérieur. Pourquoi ? Pourquoi répartir 40 milliards de dollars d'acier irremplaçable sur 3 océans contre un seul pays ? Pourquoi ne pas regrouper les 3 porte-avions pour obtenir une saturation cinétique depuis un seul vecteur ? Parce que la puissance de feu concentrée, c'est ce que veulent les amateurs. L'étranglement géométrique, c'est ce que construisent les ingénieurs. Et d'ici la fin de cette vidéo, vous comprendrez la physique expliquant pourquoi la dispersion détruit plus efficacement que la masse et quelles révélations stratégiques se cachent derrière ce mouvement apparemment illogique. Bienvenue sur l'échiquier global, votre source d'analyse géopolitique approfondie. Pour comprendre pourquoi cette géométrie fonctionne, vous devez d'abord comprendre la carte et le piège que l'Iran nous a tendu. Pour comprendre pourquoi nous refusons de regrouper 3 porte-avions, il faut regarder la carte. Dépliez-la. Observez les 3 points de passage hydrodynamiques qui entourent la République islamique. Au sud, le détroit d'Ormuz, d'une largeur de 38,89 km, a son point le plus étroit, mais dont les voies de navigation exploitables sont limitées à seulement 3,7 km dans chaque direction. 20% du pétrole mondial transite par ce goulot d'étranglement chaque jour. Au sud-ouest, Bab el-Mandeb, à l'entrée de la mer Rouge. 12% du commerce maritime mondial est comprimé entre le Yémen et Djibouti. Au nord-ouest, le canal de Suez, représentant 12 à 15% du commerce international. 3 corridors étroits, 3 soupapes de pression contrôlant le flux d'énergie, de revenus et d'oxygène stratégique pour un régime entier. Bloquez-en un et l'économie saigne. Bloquez les 3 et l'Iran suffoque. Maintenant, regardez le seul endroit où nous n'avons pas placé de porte-avions, le golfe Persique. Chaque opération américaine précédente, Praying Mantis, Southern Watch, Gardien de la prospérité, a positionné au moins un porte-avions dans ces eaux. Pourquoi pas maintenant ? Parce que le Golfe est une baignoire, une étendue d'eau semi-fermée, à peine longue de 981,56 km. Un porte-avions de 100 000 tonnes à l'intérieur de cette baignoire perd le seul atout qui le maintient en vie, sa liberté de manœuvre. L'Iran a passé 40 ans à transformer cette baignoire en zone de destruction. La première couche est la vitesse. Des embarcations d'attaque rapide dépassant 92,6 km/h
réduisant la distance plus vite que le système Aegis ne peut boucler son protocole d'engagement. Derrière elle, des missiles de croisière basés à terre sont lancés depuis des positions montagneuses, invisibles aux radars embarqués jusqu'à l'allumage de leurs moteurs. Et derrière ceux-ci, des essaims de drones saturent l'enveloppe de défense terminale à des portées si courtes que le temps d'alerte tombe à moins de 60 secondes. Empilez les couches et le calcul est mortel. Le temps nécessaire à nos systèmes pour détecter, classer, autoriser et tirer est plus long que le temps de vol de l'arme qui essaie de nous tuer. Nous mourrions avant d'être autorisés à riposter. Toute la stratégie anti-accès de l'Iran était un pari que nous naviguerions dans ce piège. Nous avons refusé. Au lieu de cela, nous avons retiré chaque porte-avions en haute mer et nous en avons placé chacun à un point de passage stratégique. Le Lincoln en mer d'Arabie, verrouillant Hormuz. Le Ford en Méditerranée orientale, puis transitant vers la mer Rouge pour verrouiller Bab el-Mandeb. Le Bush se dirigeant vers la Méditerranée pour verrouiller Suez. 3 porte-avions, 3 points de passage stratégiques, 3 murs d'un cercueil dont le couvercle se referme. Mais les experts demandent encore. Pourquoi ne pas les regrouper tous les 3? Tripler les avions, submergez-les. La réponse est brutale et simple. Si vous attaquez d'une direction, l'ennemi se défend d'une direction. Si vous attaquez de 3, l'ennemi ne peut se défendre d'aucune. Une puissance de feu concentrée donne à l'Iran un problème à résoudre. 3 porte-avions dans 3 océans donnent à l'Iran une équation sans solution. Maintenant, regardez ce que chaque porte-avions apporte à cette équation. En mer d'Arabie, condition MCON alpha, toutes les émissions RF sécurisées. 100 000 tonnes de déplacement complètement découplé du spectre électromagnétique. Le Lincoln transporte le F-35C Lightning II, le seul chasseur furtif de 5e génération sur un porte-avions dans ce théâtre d'opération. Cette distinction est importante. Lorsque la première vague a été lancée, les F-35C n'ont pas volé vers l'Iran pour délivrer des munitions de précision. Ils ont volé vers l'Iran pour l'aveugler. Considérez ce que cela signifie. Une surface équivalente radar de 0,005 m², la signature électromagnétique d'un roulement à billes en acier. Les défenses aériennes du sud de l'Iran, Bavar 373 et 3e cordade, ont été conçues pour détecter et engager des chasseurs de 4e génération à 185,2 km. Face à une signature aussi faible, ils ne voient rien tant que l'avion n'est pas déjà à l'intérieur de l'enveloppe d'engagement. Et à ce moment-là, la chaîne de destruction fonctionne en sens inverse. Dès qu'une batterie active son radar de conduite de tir, les EA-18G Growler géolocalisent l'émission. Des missiles anti-radiation AGM-88 HARM sont lancés directement sur le faisceau. Allumez le radar, vous subissez une frappe cinétique. Éteignez-le pour survivre, nos autodirecteurs à ondes millimétriques ont déjà mémorisé votre position. L'arme vous trouve de toute façon. Le corridor s'ouvre. La physique ne négocie pas. Derrière ces corridors, des destroyers de la classe Harley-Burke ouvrent leurs cellules de lancement verticales et envoient des Tomahawks à basse altitude au-dessus du golfe d'Oman. Les nœuds de commandement du corps des gardiens de la révolution islamique, le long d'Ormuz, s'effondrent. Les batteries de missiles côtiers deviennent silencieuses. Le périmètre de défense orientale n'a pas plié. Il a disparu. Mais une lame coupe dans une direction. Et une direction est quelque chose que la défense iranienne peut encore absorber. Pour briser la géométrie, il faut une deuxième lame venant de l'extrémité opposée de la boussole. Cette deuxième lame était déjà en position. L'USS Gerald R. Ford était entré en Méditerranée orientale, transportant l'aile aérienne embarquée 8. Pas de F-35C. Pas de capacité furtive. Le Ford n'a pas besoin d'être invisible. L'avantage du Ford est quelque chose de plus fondamental, le tempo. Le système de lancement électromagnétique d'aéronefs, EMALS,
remplace les catapultes à vapeur qui équipent encore tous les porte-avions de la classe Nimitz. Là où les catapultes à vapeur projettent 29 937 kg d'aéronef sur une piste de 91,44 mètres avec une seule impulsion mécanique, l'IMALS accélère avec une précision numériquement calibrée. Plus doux, plus rapide et reproductible à une cadence que la vapeur ne peut soutenir. Le résultat, 160 sorties par jour en opération soutenue, 270 en période de pointe, toutes les 90 secondes. Un Super Hornet entièrement chargé remonte dans le ciel. Le Ford ne se contente pas de lancer des avions. Le Ford maintient un tempo de puissance de feu qu'aucun autre navire de guerre sur la planète ne peut égaler. Lorsque le Ford a frappé depuis l'ouest, tandis que le Lincoln déchirait des corridors depuis l'est, la défense aérienne iranienne a été confrontée à un problème qu'elle n'avait jamais été configurée pour résoudre. Une pression simultanée venant des extrémités opposées de la boussole. L'énergie radar qui pouvait maintenir un mur contre une direction devait se diviser en deux. Chaque secteur s'est aminci. Les corridors qui étaient étroits sous une attaque uniaxiale se sont élargis en autoroute sous une géométrie biaxiale. 2 porte-avions, 2 lames, et l'Iran saignait des 2 côtés. Puis, le 5 mars, 7 jours après le début de la campagne, le Ford a fait quelque chose que les experts ne pouvaient pas expliquer. Il a quitté son corridor d'attaque en Méditerranée, a glissé à travers le canal de Suez et a viré au sud dans la mer Rouge. La raison n'était pas mystérieuse, c'était arithmétique. Pendant 18 mois avant Fureur épique, les Houthis au Yémen avaient transformé la mer Rouge en la voie navigable commerciale la plus dangereuse de la planète. Plus de 200 attaques contre la navigation depuis novembre 2023, coulant le rubis, forçant l'évacuation des équipages sous le feu, poussant l'industrie maritime mondiale à se dérouter par le cap de Bonne-Espérance à un coût énorme. L'opération Gardien de la Prospérité, une coalition navale multinationale assemblée pour y mettre fin, avait échoué. Lorsque Fureur épique a frappé l'Iran, la direction Houthi a déclaré une solidarité immédiate et a promis une escalade. Leurs missiles étaient fournis par l'Iran. Leurs données de ciblage étaient connectées à l'Iran. La mer Rouge n'était pas un spectacle secondaire, c'était un deuxième front, et il était déjà en feu. Pendant ce temps, Israël avait tout engagé dans l'opération Rugissement du Lion, déplaçant les intercepteurs vers le nord et l'est. Le flanc sud, face au Yémen, était grand ouvert. Le Ford s'est repositionné dans cette brèche et a résolu 3 problèmes avec un seul transit. Un bouclier entre le Yémen et Israël, un nouveau corridor de frappe vers l'Iran depuis le sud-ouest et un étranglement sur la ligne d'approvisionnement alimentant le proxy le plus actif de l'Iran. Les experts ont vu un porte-avions abandonner sa position. Nous y voyons une variable déplacée à l'intérieur d'une équation plus vaste, car ce que le Ford a laissé derrière lui en Méditerranée orientale n'était pas un océan vide, c'était une invitation. Et la question est, qui l'accepte? La réponse était déjà en train de charger des munitions. De l'autre côté de l'Atlantique, le même jour où le Ford a transité par Suez, l'USS George H.W. Bush a achevé sa certification de combat finale au large des côtes de Virginie. L'aile aérienne embarquée 7, CVW-7, était prête au combat. Les VFA-103 Jolly Rogers, les VFA-143 Pukin Dogs, les VAQ-140 Patriots. Chaque escadron était en état de pleine préparation au combat. Destination confirmée, la Méditerranée orientale, l'emplacement exact que le Ford venait de quitter. Le même jour. Pas une coïncidence, une chorégraphie. Pendant que le Lincoln et le Ford menaient la guerre à 2 porte-avions, le Bush était à Norfolk, ravitaillé, réarmé. De nouveaux intercepteurs SM-6 chargés dans les cellules de lancement verticales de chaque escorte. 0 fatigue de combat, 0 usure, une arme entièrement chargée, attendant l'ordre de traverser l'Atlantique. Et voici la variable que l'Iran ne calcule pas.
Le Ford est en mer depuis le 24 juin 2025. Plus de 9 mois de déploiement continu. Les destroyers d'escorte ont épuisé des intercepteurs irremplaçables à un rythme qui met à rude épreuve tout l'inventaire occidental. La fatigue des équipages aériens s'accumule plus vite que les rotations ne peuvent l'absorber. L'Iran observe cette entropie via des flux satellitaires et compte les jours jusqu'à ce que notre tempo cède. Ils croient que le temps est leur arme, que s'ils tiennent assez longtemps, la guerre à 2 porte-avions s'effondrera sous son propre poids. Ce qu'ils ne voient pas, c'est un groupe aéronaval frais en train de se charger à Norfolk en ce moment même. Assez de puissance de feu, assez d'équipage frais, assez d'intercepteurs pour relancer toute la campagne à zéro. L'entropie sur laquelle l'Iran compte s'évaporera au moment où ce pont d'envol traversera l'Atlantique. 3 lames, 3 océans, et lorsque la 3e se mettra en position, la géométrie cessera d'être une menace. Elle deviendra une cage. Maintenant, faites le calcul de ce qui se passe lorsque le 3e porte-avions arrive. Une direction. Si seul le Lincoln attaquait depuis le sud-est, l'Iran concentrerait chaque batterie Bavard 373, chaque S-300, chaque batterie 3e cordade en un seul mur face à la mer d'Arabie. 100% de l'énergie radar sur un seul secteur, corridor dense, défense épaisse. L'Iran survit. 2 directions. Le Lincoln depuis le sud-est, le Ford depuis le sud-ouest. L'Iran divise sa défense, 50% par secteur. Chaque mur s'amincit, les corridors s'élargissent. Nous avons vu le résultat. Plus de 2000 cibles frappées, 30 navires de guerre détruits, des chaînes radars s'effondrant. L'Iran saigne, mais il tient toujours. 2 directions blessent, elles ne tuent pas. 3 directions. Le Bush depuis le nord-ouest. L'Iran divise maintenant ce qui reste sur 3 secteurs. Chaque secteur tombe à environ 1/3 de sa capacité initiale. Et ce n'est que la situation d'avant. Prenez en compte 10 jours d'attrition dus à la guerre à 2 porte-avions, et chaque secteur tombe à moins de 20%. En dessous du seuil minimum pour toute interception coordonnée, en dessous de la densité nécessaire pour suivre un seul avion entrant. La défense ne s'amincit pas, elle disparaît. C'est la mathématique. Une direction est gérable. 2 directions sont douloureuses. 3 directions sont fatales. Le 3e porte-avions n'ajoute pas de puissance de feu. Il ajoute la direction qui brise l'équation. Mais les bombardements n'ont jamais été la guerre. Les bombardements étaient la précondition. Regardez la carte à nouveau. Regardez où se trouve chaque porte-avions. Pas ce qu'il frappe, mais où il se tient. Le Lincoln patrouille la mer d'Arabie, contrôlant le détroit d'Ormuz, 90% des exportations de pétrole de l'Iran. Environ 1,6 million de barils par jour transitent par ce goulot d'étranglement de 38,89 km. Le pétrole et le gaz naturel représentent 82% des revenus d'exportation totaux de l'Iran, 46 milliards de dollars par an, transitant par un détroit désormais patrouillé par un groupe aéronaval qui a déjà détruit tous les navires de guerre iraniens et les batteries de missiles côtiers capables de menacer le trafic commercial. L'Iran a construit un pipeline vers Jask pour contourner Ormuz. Il a échoué après un seul essai de chargement. Il n'y a pas d'itinéraire alternatif. Le Lincoln n'a pas besoin de tirer un autre missile. Le Lincoln a juste besoin de rester là. Et l'économie iranienne saigne à raison de 1,6 million de barils par jour. Le Ford patrouille la mer Rouge, contrôlant Bab el-Mandeb. Chaque livraison d'armes des alliés iraniens, chaque composant de missiles, chaque kit de drone, chaque pièce de technologie sous sanction circulant entre l'océan Indien et la Méditerranée passe par ce détroit. Le Ford ne se contente pas de protéger Israël des attaques des Houthis. Le Ford coupe la ligne d'approvisionnement qui alimente le réseau de proxy de l'Iran dans toute la région. Pas de réapprovisionnement, pas de renfort. Les cordons ombilicaux logistiques que l'Iran a passé des décennies à étendre à travers le Yémen, la Syrie, le Liban, tous sont coupés. Le Bush patrouillera la Méditerranée orientale, contrôlant l'approche occidentale du canal de Suez, le dernier corridor reliant l'Iran aux marchés européens, aux canaux diplomatiques, à tout oxygène économique restant.
Lorsque ce sommet se mettra en position, la géométrie sera complète. 3 porte-avions, 3 points de passage stratégiques, 3 murs d'un cercueil, et le couvercle vient de se refermer. L'Iran ne peut pas exporter de pétrole. L'Iran ne peut pas importer d'armes. L'Iran ne peut pas réapprovisionner ses proxys. L'Iran ne peut pas financer son armée. Et l'Iran ne peut pas briser le siège, parce que les mêmes porte-avions qui ont construit les murs ont déjà détruit la marine et les défenses côtières qui auraient pu les contester. La campagne aérienne n'était pas la fin. C'était la clé qui a verrouillé les portes. Et maintenant, les portes sont verrouillées de l'extérieur par 3 navires flottant dans les eaux internationales, ne répondant à aucune nation hôte, invisibles sur aucun transpondeur, ne nécessitant aucune permission pour rester. Ce n'est pas une campagne de bombardement, c'est un siège. Et les sièges ne se terminent pas par un grand bruit. Ils se terminent par le silence. Le silence d'une économie qui a cessé de respirer, d'une armée qui a manqué de pièces, et d'un régime qui a découvert que 40 ans de préparation à la guerre n'ont servi à rien lorsque l'ennemi n'est jamais entré par la porte. L'ennemi l'a verrouillé. Nous n'avons pas vaincu l'Iran par la puissance de feu. Nous avons coupé l'Iran du monde par la géométrie. Pas de pétrole en sortie, pas d'armes en entrée, pas de sortie. 3 navires, 3 points de passage stratégiques, un cercueil. Donc, bouclons la boucle. Revenons à la question par laquelle nous avons commencé. Pourquoi répartir 3 porte-avions sur 3 océans au lieu de les regrouper en un seul point? Parce qu'un point frappe un seul endroit. Et un seul endroit est un problème que toute défense peut résoudre. Mais 3 lames positionnées à 3 points de passage stratégiques, arrivant de 3 azimuts, ce n'est pas un problème, c'est une équation sans solution. La masse est ce que les amateurs vénèrent. La position est ce que les ingénieurs construisent. 2 porte-avions ont mené la guerre d'ouverture. Ils ont déchiré des corridors à travers la défense aérienne iranienne. Ils ont détruit les menaces côtières, gardant les points de passage stratégiques. Et puis, ils ont fait ce qu'aucun bombardement seul ne peut faire. Ils se sont postés aux portes et les ont verrouillées. Pas de pétrole en sortie par Hormuz. Pas d'armes en entrée par Bab el-Mandeb. Pas de ligne de vie par Suez. Les bombes ont ouvert les verrous. La géométrie les a scellés. L'Iran a passé 40 ans à se préparer à une guerre venant d'une seule direction. Ils ont construit les bonnes armes. Ils ont formé la bonne doctrine. Ils ont parfaitement résolu l'équation. Sauf que c'était la mauvaise équation. L'ennemi n'est jamais entré par la porte. L'ennemi a encerclé le bâtiment, a verrouillé toutes les sorties et a attendu que l'air vienne à manquer. 3 porte-avions ne gagneront pas cette guerre parce qu'ils transportent plus d'armes. Ils gagneront parce qu'ils détiennent les 3 seules positions sur Terre qui comptent. Les 3 points de passage stratégiques reliant le régime aux revenus, au réapprovisionnement et à l'oxygène. Bloquez-les et la physique s'occupe du reste. Aucune négociation nécessaire, aucune troupe terrestre déployée, aucun territoire occupé, juste 3 villes d'acier flottant dans les eaux internationales, ne répondant à aucune nation hôte, ne nécessitant aucune permission pour rester, étranglant silencieusement une économie qui ne peut survivre sans les corridors que nous contrôlons désormais. Ce n'est pas de la puissance de feu, c'est de la géométrie. Et la géométrie ne négocie pas. Le 3e sommet traverse l'Atlantique. L'équation est déjà résolue si vous en comprenez la raison.